Bonsoir Edouard, je te donne la main. Bonsoir Jérôme. Alors moi je vais effectivement vous parler de stéatohépatite métabolique, de cirrhose grave et de transplantation en essayant de voir ce que j'ai trouvé d'intéressant évidemment et surtout d'un peu pratique en termes de clinique. Le premier papier qui s'intéresse à la fibrose dans la stéatohépatite métabolique. Alors en passant brièvement, on sait que c'est une maladie fréquente, qu'elle est associée au syndrome métabolique. J'épargne la discussion sur la nosologie et les nouveaux termes qu'on emploie pour essayer d'élargir. Et la fibrose hépatique que tout le monde connaît évidemment, on sait que c'est le marqueur pronostic principal de cette maladie, que c'est associé à la mortalité hépatique et toute cause. Le petit problème, c'est que l'essentiel des travaux qui ont été faits, c'est transversal, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé au diagnostic de la fibrose, la biopsie, les tests non invasifs, et finalement, on n'a pas beaucoup de données sur la vitesse d'évolution de cette fibrose, et en particulier de l'impact du diabète de type 2 sur l'évolution de cette fibrose et la progression de la maladie. Ça, c'est un travail américain qui est assez conséquent, le NASH-CRN, qui a pris tous les patients avec un syndrome métabolique, avec ou sans syndrome de diabète de type 2, qui a vu une biopsie initiale et une biopsie de suivi au-delà d'un an au minimum, et ils sont intéressés à l'incidence cumulée de la progression d'au moins un stade de fibrose au cours du suivi. Il y avait une relecture contradictoire par 3 experts du NASH-CRN pour la biopsie, pour tous les paramètres qui nous intéressent dans cette maladie. Une population assez conséquente, presque 500 patients, avec des caractéristiques classiques. États-Unis, petite prédominance féminine avec des IMC au-delà de 35, 230 sans diabète, 200 avec un diabète et une répartition de la fibrose plutôt dans les parties pas très sévères, 20% d'F0, 26% F1, 23% F2 et seulement 4% de fibrose sévère et 26% de fibrose F3. Donc une population assez classique. Un suivi moyen de 3 ans entre les 2 biopsies. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même une aggravation de plus d'un stade chez près d'un tiers des patients, un gros 40% qui stagne et 25% qui s'améliore sous l'effet de la prise en charge métabolique, des éventuels traitements, etc. Donc quand même une progression significative qui est associée au diabète de type 2 avec une aggravation plus fréquente en univarié et en multivarié et qui n'est pas associée à la régression de la maladie en termes de fibrose. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand on compare les patients qui avaient une fibrose peu sévère, donc F0 à F2, versus le passage à F3, F4, donc une fibrose sévère, dont on sait qu'elle est associée aux événements hépatiques et cliniques, il y a une prévalence beaucoup plus importante de patients diabétiques qui ont cette progression, un quart des patients en seulement 3 ans, versus seulement 14% des patients qui ne sont pas diabétiques. Alors que le délai des biopsies était plus court justement chez les patients diabétiques, donc était plutôt en leur faveur. Donc vraiment une progression plus importante. Et d'une manière un petit peu générale, là, si on regarde le cumul des patients donc, qui prennent un stade de fibrose supplémentaire au cours du suivi, on voit qu'il y a un petit peu plus d'un quart des patients qui, au bout de 5 ans, ont pris un stade de fibrose, donc ce qui laisse penser qu'il y a 0,15, 0,20 stade de fibrose qui est acquis tous les ans, avec une vitesse de progression un petit peu plus importante chez les diabétiques. Je pense que c'est important d'avoir ce type de chiffre en tête parce que ça permet de se dire un peu dans le suivi des malades, on les a vus, on les a diagnostiqués, j'ai mes tests non invasifs, quand est-ce que je dois un peu plus m'inquiéter de l'apparition d'une fibrose sévère, de changer un peu le monitorage. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données précises sur ce point-là, donc je trouvais ça assez pratique. L'autre papier, lui aussi très pratique, s'intéresse cette fois-ci au pronostic et toujours l'utilisation des tests non invasifs dans la fibrose. Je vous épargne pareil l'introduction sur la stéatohépatite métabolique et la fibrose. On sait que la fibrose, c'est le marqueur de gravité et d'événements cliniques à long terme. Finalement, on sait que les marqueurs non invasifs, c'est des outils diagnostiques qui sont hyper intéressants pour évaluer la fibrose. Mais finalement, même remarque, en termes de pronostic clinique et des patients, quelle valeur ça peut avoir par rapport à la biopsie. Donc là, c'est une méta-analyse de données individuelles. Ils ont fait une revue de la littérature, contacté les auteurs de 65 études qui se sont intéressés au diagnostic transversal de la fibrose. Il y en a 25 qui ont répondu, avec des marqueurs non invasifs, un suivi supérieur à 1 an, une biopsie et le FibroScan, le FibCat et le NAFLD Fibrosis Score. Ils ont récupéré toutes ces données et ils sont intéressés comme critère de jugement à la mortalité toute cause et hépatique et aux complications de la maladie grave du foie, carcinome hépatocellulaire, transplantation et complications de la cirrhose. Une cohorte très conséquente, on est sur 2500 patients qui ont été suivis pendant plus de 3 ans là aussi. Là, une population pareille de maladies stéatosiques du foie, un IMC supérieur à 30 chez 40% des patients. Là, il y avait un équilibre du sexe ratio qui était plus satisfaisant.
Et la répartition de la fibrose, 30% de F1, 20% de F2, 20% de F3 et 12% de F4, donc un petit peu plus équilibré vers le grave, mais qui reste une population très représentative de ce qu'on voit finalement. Une élasticité médiane à 8,6, donc dans la moyenne. Quand on regarde les résultats, on a en haut à gauche le pronostic clinique en fonction de la biopsie. Donc là, on a les 3 groupes qu'on reconnaît bien. Fibrose minime, très peu d'événements. Fibrose F3, on voit que ça commence quand même à survenir un peu plus. Et effectivement, la fibrose F4 de manière très significative. Pour l'élasticité hépatique, ils ont coupé en 3 groupes, là aussi, avec des valeurs qu'on retrouve dans la littérature, 10 et 20 kPa. Et on voit qu'on a aussi une bonne discrimination, finalement, des groupes par rapport aux événements cliniques en termes de complications à long terme, cardiovasculaires, hépatiques, etc. On retrouve aussi un petit peu la même chose avec le FIB4. Ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est peut-être un petit peu dévié vers les formes les plus graves, où on voit qu'on a un groupe avec le FIB4 supérieur à 2,67 qui a beaucoup d'événements. Finalement, on discrimine un petit peu moins bien les 2 groupes, même si c'est statistiquement significatif, qu'il y a moins la répartition. En tout cas, sur le principe, ça montre bien que finalement, le test non invasif sur une cohorte gigantesque, 2500 malades, c'est quand même des choses très impressionnantes, ont une valeur diagnostique pour la fibrose et ça peut servir sur le pronostic. Donc ça pose la question après du suivi, des valeurs répétées. Il y avait des travaux qui avaient été faits déjà par votre équipe qui avaient montré que c'était intéressant. Là, c'est sur des ordres de grandeur plus importants. Si ça se confirme, c'est vraiment des outils qu'on utilise de plus en plus et qu'il faut utiliser sans scrupule. Ils se sont intéressés aussi à l'AUC en fonction du temps. Donc on a l'habitude de ces AUC où en fait pour une valeur diagnostique à temps 0, on a une aire sur la courbe à 0,85, 0,95. Et là en fait ils ont regardé cette même AUC qui est représentée sous forme de courbe puisqu'on l'a calculée à chaque date. Donc vous avez l'AUC à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc on voit sur la gauche la biopsie avec une AUC qui ondule entre 70 et 80. Et on voit finalement que l'élasticité a à peu près la même courbe, tout à fait similaire. Donc on voit qu'au cours du temps, en fait, la valeur pronostique en fonction du temps ne change pas. Ce n'est pas qu'un pronostic à court terme, elle reste valable à long terme. Donc ça indique bien comment va évoluer le malade. Et c'est vraiment quelque chose qui est informatif. Ils ont regardé ensuite, toujours pareil, en multivarié pour ajuster sur les différents paramètres qu'ils avaient à disposition, les valeurs d'événements cliniques et donc le hazard ratio associé à la sévérité de la fibrose. Donc on voit en haut sur le tableau avec un hazard ratio qui augmente avec la fibrose et on retrouve la même chose avec l'élasticité et le FIB4, donc qui confirment les résultats qu'ils montraient avant en juste survie actuarielle. C'est vraiment associé au pronostic clinique à distance chez ces patients, donc vraiment des outils qui sont pertinents, pas juste pour le diagnostic, c'est pronostic. Ça a des implications, parce qu'après, dans le suivi des interventions métaboliques qu'on peut avoir, du traitement, ça pose la question de est-ce que si on modifie ces courbes, est-ce qu'on modifie aussi le pronostic et peut-être de se passer de ces biopsies qu'on est obligé de faire à répétition dans les essais cliniques. Un autre papier sur lequel je vais passer brièvement, qui est assez simple mais que je trouve très intéressant là aussi en pratique, parce que c'est une question qui vogue depuis très longtemps et qui est peut-être enfin à trancher, qui s'intéresse donc au méthotrexate et la fibrose. Alors très rapidement, le méthotrexate, c'est un médicament qui est couramment utilisé dans certaines maladies inflammatoires chroniques, en rhumatologie, dermatologie en particulier. On sait qu'il y a une toxicité aiguë par l'effet antimétabolique et surtout qu'il y a une toxicité chronique avec une dose cumulative, un risque de fibrose du foie qui se majore et des recommandations chez les rhumatologues dermatologues qui recommandent de faire régulièrement suivi des transaminases, plus ou moins biopsie hépatique s'il y a de la cytolyse. On nous adresse les patients, on est un peu embêté puisqu'on sait que les études Princeps étaient quand même de très faible qualité et que vraisemblablement il n'y avait pas d'impact si fort que ça, mais sans que j'ai plus une impression clinique que des faits scientifiques vraiment propres. Là, c'est une cohorte transversale multicentrique anglaise, diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ou de psoriasis depuis au moins 2 ans. Ils ont récupéré tous les patients qui ont été exposés au méthotrexate pendant plus de 6 mois et des patients qui n'en ont jamais eu. Ils ont exclu toutes les maladies chroniques du foie, sauf évidemment l'alcool et le syndrome métabolique, donc c'est que les hépatites virales et les autres maladies associées, une élastométrie et les tests biologiques standards, une population, donc presque 900 malades sous méthotrexate, donc là très conséquente, les patients contrôle 120, plus faible, mais ça reste quand même confortable. Des populations presque comparables, on voit qu'en fait, il y a moins de consommation d'alcool chez les patients qui sont sous méthotrexate. Ça a probablement un peu le biais du rétrospectif, c'est que ceux qui avaient une consommation excessive d'alcool, on leur a peut-être pas mis méthotrexate, et qu'il y avait un petit peu plus de syndrome métabolique, mais finalement plutôt en faveur du groupe sans méthotrexate. Une dose cumulée qui est de 15 grammes, donc une belle exposition au méthotrexate sur une durée de presque 5 ans, donc vraiment des patients qu'on considère exposés, donc à risque de fibrose si on suit les recommandations qu'il faut surveiller de près.
Quand on regarde les résultats, finalement, une élasticité qui est exactement identique, voire peut-être même un tout petit peu plus faible chez les patients qui sont sous méthotrexate, donc pas de différence significative. Et quand on regarde le groupe de fibrose sévère, là aussi, pas de différence significative, voire plutôt en faveur du méthotrexate, mais ça, c'est peut-être biaisé avec la prévalence de la consommation d'alcool. En résumé, pas de différence d'élasticité. Quand ils se sont intéressés en multivarié sur quels étaient les facteurs de risque associés à une élasticité qu'ils ont considéré élevée, ils ont pris le cutoff de 7,9 kPa. Bon, on peut discuter, mais enfin, ça reste assez précautionneux comme cutoff. Et finalement, aucune association avec le méthotrexate, avec une élasticité qui soit plus élevée. On retrouve les facteurs qu'on attend de manière évidente, la consommation d'alcool, l'âge, le sexe masculin, le syndrome métabolique, qui sont associés à une élasticité plus forte. Mais finalement, le méthotrexate ne ressort pas du tout. Donc finalement, quelque chose d'assez intéressant aussi sur la pratique clinique pour pouvoir répondre à nos correspondants. Oui, enfin, c'est même très important parce que ça rebat complètement les cartes. Hein. Tu l'as dit au début de l'étude, il y a quand même les gros prescripteurs, c'est dermatologues, rhumatologues, ils ont des sociétés savantes avec des recommandations, des doses cumulées. On est complètement en train de changer le paradigme. Hein. Donc maintenant, en pratique, tu penses qu'il faut faire quoi? On arrête tout? Alors, arrêter tout, bon, déjà, la réponse facile, c'est effectivement s'il y a un syndrome métabolique ou une consommation excessive d'alcool ou régulière, on rentre dans le paramètre de surveillance comme recommandé par la FEV pour ces maladies spécifiques du foie, maladies du foie liées à l'alcool, stéatopathie métabolique. Ça, la question ne se pose pas, indépendamment du méthotrexate, en fait. Voilà. Après, effectivement, pour un patient qui n'a pas de facteur de risque, c'est vrai que dans les recommandations de la FEV sur les tests non invasifs, on ne s'était pas penché sur la question, on n'a pas travaillé avec les dermatos et les rhumatologues. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse pour changer un peu le message, parce que clairement, c'était un peu l'impression clinique que tout le monde avait. On disait « Oh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose », mais on n'avait pas de chiffres. Là, on commence quand même à avoir quelque chose d'assez conséquent qui nous dit « Bah non, effectivement, il n'y a pas de conséquences si on n'a pas les facteurs de risque associés ». Donc clairement, ça remet en cause ça. Et ça permet d'avoir un petit peu d'arguments scientifiques pour répondre non, vous en faites pas, ce qui est quand même plus confortable. Je vais vous parler maintenant un petit peu de cirrhose grave. Donc là aussi, tout en essayant de rester un peu dans la pratique quotidienne ou régulière. Le premier papier que j'ai trouvé assez pertinent et amusant, en fait, s'est intéressé à la ligature de varices œsophagienne de manière préventive et aux troubles de la coagulation. Alors les ligatures, bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que c'est. On sait que c'est une procédure considérée au risque hémorragique, avec 2 à 10% de récidive hémorragique post-geste. Quand on parle que des épisodes hors hémorragie active, on parle de la ligature itérative programmée. On sait quand même que c'est possible sans avoir besoin d'arrêter les anticoagulants. Ça, c'est dans leurs recommandations, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des hémorragies post-geste dans plus ou moins 20% des cas dans les séries, donc ce qui est quand même pas non négligeable avec la chute d'Escar. Mais il n'y a finalement pas de données sur les anomalies spontanées, ces patients qu'on voit arriver à 20 000, 30 000 plaquettes, qui ont un INR à 3, 4 de manière spontanée. Est-ce qu'on va avoir un problème à faire les gestes? Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières? De temps en temps, il y a des anesthésistes qui sont un peu retors, et finalement, pas vraiment de réponse à apporter. Ça, c'est un travail autrichien, une cohorte rétrospective, cirrhose avec hypertension portale, uniquement des ligatures de varices œsophagiennes programmées. Et ils ont fait 2 groupes, un groupe à risque, moins de 50 000 plaquettes ou INR supérieur à 1,5, et un groupe sans facteur de risque particulier. Ils se sont intéressés aux épisodes hémorragiques à 30 jours après la ligature, encore une fois programmée, on ne parle pas d'hémorragie aiguë. Des populations assez conséquentes, à gauche en fonction des plaquettes, à droite en fonction de l'INR, donc c'est la même population avec deux critères de séparation différents, un petit peu plus de 600 malades, avec une centaine de malades ayant moins de 50 gigaparlitres de plaquettes et 150 malades qui avaient un INR supérieur à 1,5. Une population assez similaire à ce qu'on retrouve en France, alcool 30%, virus 30%, pas les métaboliques bien définis, ça c'est le problème des trucs rétrospectifs un petit peu plus anciens, et des malades pas très sévères, un MELD à 13, 2-3 séances de ligature par an en moyenne, donc voilà, un cirrhotique stable avec une cirrhose compensée, on lui fait un programme d'éradication de varices, et qu'est-ce qui se passe ? Le résultat, c'est qu'il y a 2,6% d'hémorragie post-ligature, donc c'est les chiffres qui sont finalement attendus hors anticoagulation, donc dans une population de cirrhose normale, donc c'est cohérent avec ce qui existe déjà. Aucune différence chez les patients qui avaient moins de 50 gigaparlitres de plaquettes, aucune différence chez les patients qui avaient un INR élevé. Seul facteur de risque finalement qu'ils ont réussi à identifier, c'est la bilirubine, de manière indirecte, la sévérité de la cirrhose, ce qui finalement est un petit peu logique, même si sur le TP ça ne marchait pas. Pas de différence non plus en fonction de petites varices où on est en fin de programme ou grosses varices qui sont un peu plus à risque hémorragique. On a la probabilité cumulée en haut à droite.
Là, la même courbe pour l'INR, on voit qu'elles sont vraiment complètement superposables. Et sur les plaquettes, là aussi complètement superposables. Donc finalement, aucune différence significative, pas d'inquiétude à avoir, pas de transfusion de plaquettes, pas de, comme de temps en temps on nous pose la question de savoir s'il faut passer du PFC ou des choses comme ça, vraiment rien de particulier, pas de surrisque hémorragique. L'autre étude un peu amusante, alors c'est pas vraiment de la pratique, mais c'est pour le plaisir de débattre de l'albumine, qui est un vieux serpent de mer dans la cirrhose, au-delà du côté hémodynamique, de ses vertus peut-être anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Donc là, c'est un travail qui s'est intéressé à l'encéphalopathie hépatique chronique et les perfusions d'albumine. Alors, l'encéphalopathie hépatique, une atteinte qui peut être sévère chez les cirrhotiques, plus ou moins subentrante, plus ou moins facile à diagnostiquer. On sait que ça altère la qualité de vie, c'est associé à des chutes, des accidents, une mortalité. Assez peu d'options thérapeutiques très efficaces, dont on ne débattra pas ici, mais voilà, on a des médicaments, mais qui ne sont pas parfaits. Et l'albumine qui a potentiellement un effet antioxydant et anti-inflammatoire, dont des petites études ont montré des résultats contradictoires, mais laisseraient penser que peut-être ça peut avoir un effet bénéfique sur l'encéphalopathie hépatique. Donc là, ils ont fait un essai prospectif, randomisé, en double aveugle, 30 malades de chaque côté. C'était des patients cirrhotiques avec au moins un épisode d'encéphalopathie clinique résolu, et sous traitement par lactulose et rifaximine depuis plus de 2 mois, donc des patients encéphalopathes régressifs, traités au long cours, stables, et qui n'ont pas reçu de perfusion d'albumine depuis plus de 3 mois. Donc stabilisés. Ils les ont randomisés pour recevoir ou pas des perfusions d'albumine, 25%, 1,5 g/kg en IV, une fois par semaine, pendant 5 fois, et ils les ont suivis pendant jusqu'à 1 mois après la dose, sans dépasser évidemment 40 g d'albumine et sans dépasser la dose de 100 g par perfusion pour éviter les complications qui peuvent être associées. Donc des perfusions d'albumine itératives. 24 patients dans chaque groupe, on voit que c'est essentiellement des patients alcooliques et métaboliques, un MELD qui était à 10, l'âge moyen c'était 60 ans, des cirrhoses stables. On regarde surtout les chiffres qui sont en bas, ils ont fait donc toute l'évaluation de l'encéphalopathie hépatique avec le Stroop test, le Critical Flicker Frequency et le PHES. En fonction du test, entre 80 et 95% des patients avaient une encéphalopathie hépatique chronique minime, donc infraclinique, et étaient un peu les candidats chez qui on n'a pas beaucoup de ressources. Quand on regarde les chiffres, à gauche, les courbes, les barres, les histogrammes chez les patients chez qui on faisait de la perfusion d'albumine. Au milieu, les patients qui étaient sous placebo. On voit qu'après albumine, tous les tests d'encéphalopathie hépatique chronique infraclinique s'améliorent de manière statistiquement significative, avec une amélioration aussi de la qualité de vie et de l'état mental des patients, que je ne détaillerai pas ici. Mais finalement, effectivement, un effet bénéfique de ces perfusions d'albumine itératives. Après, il y a toute une élaboration qu'ils font sur les marqueurs d'inflammation, le stress oxydant, circulation. Il y avait toute une petite partie fondamentale qui est plus complexe, mais qui fait se poser peut-être un peu la question. L'albumine, on sait que c'est un effet bénéfique pour les ponctions d'acide, syndrome hépatorénal, etc. Il y a peut-être toujours cette hypothèse d'effet anti-inflammatoire, antioxydant qu'il faut peut-être creuser et qui peut être très séduisant. Pour parler maintenant de transplantation hépatique, là aussi, je vais essayer de choisir des papiers que j'ai trouvés très pratiques et qui parlent de manière large. Le premier s'est intéressé à la cyclosporine versus le tacrolimus chez les patients qui ont une cholangite sclérosante primitive. On sait que c'est une maladie grave. La transplantation, c'est la prise en charge de dernier recours. Et le gros problème dans cette pathologie, c'est la récurrence. 20 à 30% des patients, ça dépend de la définition, c'est compliqué à évaluer, mais on sait que ça récidive chez grosso modo un tiers des patients. C'est lié à une perte de greffon, au décès des malades. Et finalement, on n'a pas d'option thérapeutique qui soit efficace. On ne comprend pas bien la physiopathologie, le diagnostic différentiel, comme je le disais, est compliqué. C'est une situation qui est vraiment extrêmement désagréable. La question, c'est l'impact du type d'immunosuppression qu'on veut utiliser chez ces malades. Il y a un travail qui a été fait il y a peu de temps qui avait montré que la cyclosporine, qui est un immunosuppresseur qu'on n'utilise pas beaucoup, a un effet plutôt très favorable dans la cholangite biliaire primitive et remettait un petit peu en question le dogme de l'immunosuppression one size fits all, c'est-à-dire la même chose pour tout le monde. Et là, donc, il pose la question, dans la cholangite biliaire primitive, c'est comme ça, qu'est-ce que ça donne dans la cholangite sclérosante primitive? Très gros travail multicentrique de cohorte, 174 centres inclus, tous les patients majeurs transplantés pour une cholangite sclérosante primitive de 2000 à 2020 qui ont été traités par tacrolimus ou cyclosporine pour lesquels il y avait des informations de switch d'immunosuppression et de durée d'exposition au cours du suivi.
Ils ont adapté tout ça avec un score de propension pour essayer de corriger l'hétérogénéité des patients en fonction des centres qui sont matchés dans la même année. Donc il n'y a pas de mélange des patients greffés en 2000 et en 2020. C'est dans chaque année, ils ont refait les cohortes, ajustés sur l'âge, le sexe, le mismatch de sexe entre le donneur et le receveur, la présence d'un cancer, le mismatch ABO, l'association aux autres immunosuppresseurs, et ils ont pris un patient sous cyclosporine pour 3 sur tacrolimus en termes de ratio. Ils se sont intéressés à la survie globale, survie du greffon et récidive de la maladie, et rejet confirmé par une biopsie. Je suis désolé, les chiffres sont un peu petits. 400 malades inclus dans le groupe cyclosporine, 1200 dans le groupe tacrolimus, donc très très grosse cohorte. Je ne détaille pas les indications, mais l'immense majorité, c'était principalement pour la cholangite sclérosante primitive qu'ils étaient greffés. Prédominance d'hommes, l'âge plutôt jeune, 45 ans, ça va avec l'histoire de la maladie. Ce n'est pas des cirrhoses métaboliques ou alcooliques greffées pour cancer. À peu près la moitié avait une maladie inflammatoire chronique de l'intestin associée, etc. etc. Quand on regarde les résultats, donc là, c'est la survie à gauche des patients, à droite du greffon, on voit qu'il y a un bénéfice pour la courbe en bleu foncé, c'est la courbe sous tacrolimus, qui est statistiquement significative en termes de patients et en termes de greffon à toutes les suivies du temps. Donc clairement un bénéfice du tacrolimus par rapport à la cyclosporine en termes de survie et de suivi. Si on s'intéresse maintenant à la survie et au risque de récidive. Alors la courbe est en miroir, on a à gauche la cyclosporine avec un cumul qui se fait vers le centre et à droite le tacrolimus avec un cumul là aussi qui se fait vers le centre. On s'intéresse à la récidive, c'est la partie qui est en bleu foncé tout en bas et en fait il n'y a pas de différence significative en termes de récidive de cholangite sclérosante primitive, que ce soit sous tacrolimus ou cyclosporine. On garde le bénéfice de survie, on voit que la courbe est plus favorable du côté tacrolimus, mais finalement, tant en termes de survie qu'en termes de récidive de la maladie sur greffon, un effet bénéfique du tacrolimus. Ouais, donc traitement un peu personnalisé, quelque part, dans cette maladie chronique du foie. Moi, ça me fait penser aux complications métaboliques des immunosuppresseurs. Donc, est-ce que tu penses que cette petite musique de traitement personnalisé, on va l'étendre aussi aux autres causes de maladies chroniques du foie, au CHC aussi, avec éventuellement l'effet antitumoral, qui est encore controversé. Qui reste discutable, mais qui effectivement pose question. En tout cas, on sait qu'il y a un rôle de l'immunosuppression là-dessus, mais effectivement, on a eu la révolution des immunosuppresseurs qui ont apporté un confort extrêmement important dans le suivi des greffés, en termes de suivi des résiduels, etc., qui ont amélioré la prise en charge en simplifiant le traitement du rejet. Mais finalement, là, on revient un peu avec la cholangite biliaire primitive, donc le bénéfice potentiel de la cyclosporine. Là, on voit que le tacrolimus, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas transposer tous les résultats en fonction des maladies. Et effectivement, chez les patients métaboliques qui deviennent une part de plus en plus conséquente, on sait qu'il y a des médicaments qui sont prodiabétogènes, qui vont favoriser syndrome métabolique, d'autres qui vont provoquer des dyslipidémies, des hypertriglycéridémies. On n'a pas, la corticothérapie évidemment, on n'a pas encore de données claires là-dessus, mais il va falloir qu'on se pose la question et vraiment il va y avoir une adaptation à faire, une personnalisation du traitement pour essayer d'optimiser la survie à long terme. Finalement, la greffe, maintenant, on sait faire, on sait qu'ils sont vivants à 1 an. Les complications, c'est à moyen et long terme sur lesquelles il va falloir continuer à travailler. Et là, il y a une personnalisation qui va être très intéressante finalement aussi à développer et qui pose pas mal de questions. Et justement, pour finir, un dernier travail français sur l'hépatite auto-immune, et là aussi la question de la personnalisation et des immunosuppresseurs dans l'hépatite auto-immune en post-transplantation hépatique. 2 contextes pour l'hépatite auto-immune, les formes suraiguës, les formes chroniques. On sait que c'est une indication qui est excellente, avec un très bon pronostic. Une récurrence qui est plus ou moins fréquente, là aussi très difficile à définir, parce que c'est histologique, parce que c'est de l'hépatite auto-immune de novo, de la récidive, du rejet, des lésions qui ne sont pas très claires. En fonction de la définition, on va de 10 à 70% en termes de récidive. Qu'est-ce que c'est l'histoire naturelle, les facteurs de risque, et surtout quelle est la place de la corticothérapie? Il y a une antienne, une vague idée qui traîne, qu'il faut les laisser un petit peu sous corticoïdes au long cours, qui reste discutable. Il y a un travail qui avait montré aussi de manière rétrospective que le mycophénolate mofétile pouvait être associé à peut-être plus de récidive. Donc là aussi, on est un peu dans la question comment on peut traiter nos patients pour essayer d'éviter la récidive, d'optimiser la survie et la survie du greffon. Donc là, c'est une cohorte rétrospective française. Tous les patients de plus de 16 ans, transplantés pour une hépatite auto-immune entre 1985 et 2018, critères diagnostiques classiques de l'EASL. Ils ont récupéré toutes les données cliniques et biologiques, traitement immunosuppresseur avant la greffe, pendant la greffe et de la récidive à récidive s'il y a.
Ils sont intéressés de manière classique, survie globale et survie du greffon, rejet, parce que c'est important, et complications biliaires éventuellement, en fonction de ce qui se passait. 344 patients inclus, donc très grosse cohorte, âge moyen 43 ans, le phénotype de l'hépatite auto-immune, donc plutôt féminin, essentiellement des hépatites auto-immunes de type 1, des formes aiguës dans 20% des cas, donc plutôt dans la maladie chronique, avec un suivi moyen qui est à 6 ans. Quand on regarde la prévalence de la récurrence après la transplantation, finalement on est sur des taux pas si élevés mais quand même significatifs. À 10 ans, on est à 25%. 20 ou 30 ans, on atteint presque les 40-50%. Donc ça commence à venir de manière assez importante. Quand ils sont intéressés aux facteurs multivariés, finalement, la corticothérapie n'a aucun bénéfice à long terme en termes de prévention de la récidive. Le seul élément qui ressort en multivarié, finalement, c'est le mismatch CMV D plus R-, donc un donneur qui se fait des CMV+, et un receveur qui l'est moins, avec en univarié la survenue d'une maladie CMV qui était associée au rejet et à la récidive, mais finalement, pas grand-chose d'autre qui soit vraiment significatif. Et éventuellement, la présence de maladies auto-immunes associées qui étaient limite de signification, mais essentiellement rien. Le CMV, le mycophénolate ne ressortait pas. Donc quelque chose d'intéressant, mais qui ne va pas pour l'instant modifier les pratiques, mais en tout cas permet de se rassurer vis-à-vis de l'utilisation du mycophénolate mofétyl chez les patients qui ont une hépatite auto-immune à la transplantation. Chez les patients qui ont une récidive, un quart vont développer une cirrhose, donc c'est un petit peu la forme la plus grave, la perte du greffon, on va devoir aller à la retransplantation s'ils sont encore en âge de pouvoir le faire. Les facteurs de risque qu'ils ont identifiés, c'est un âge précoce, moins de 40 ans à la greffe, des IgG très élevés et les formes fulminantes qui vont avoir plus de tendance à faire des récidives.